arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est un fait croqué, nouvel épisode de fait croqué. Alors je rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce concept, je vais rencontrer celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet à leur manière. Ça peut être un blog ou une revue de cinéma, ou alors une chaîne YouTube, un vidéaste comme on dit. Et à côté de moi, il y a Cinérama. Bonjour Bonjour. Cinérama. J'espère que vous allez bien. Eh ben, tout va bien. Bon, bah écoutez, alors je vais quand même le dire, je suis un peu en retard, je suis très en retard, donc je suis un peu essoufflé. J'espère que tout va bien se passer, j'en suis vraiment désolé. Alors, on va commencer d'emblée. Il y a une question donc, que vous connaissez certainement, que je pose sans cesse, qui est la fameuse image marquante. Et j'aurais voulu connaître donc votre première image, votre image marquante qui aurait un lien avec ce que vous faites aujourd'hui. Et ben, du coup, j'y ai réfléchi avant. Et bon, alors, une image marquante de jeunesse hors cinéma, j'aurais du mal à la dire. Mais en termes de cinéma, je pourrais donner une cassette de Blanche-Neige, que je regardais beaucoup quand j'étais enfant. Et à la fin de la cassette, il y avait un making-of du film. Et ce making-of-là, je sais pas pourquoi, mais je me le repassais en boucle quand j'étais enfant, en fait. Et ça, ouais, c'est une image marquante de voir les dessinateurs, tout ça, travailler sur le film. Tout ça, c'était un truc qui m'intéressait à l'époque. Mais c'était une cassette vidéo que vous aviez achetée dans le commerce ou c'était un programme que vous avez, que vous ou vos Une parents avaient VHS, enregistré? ouais, acheté dans le commerce. Acheté dans le commerce. D'accord, ok. Et en quoi cela vous avait extrêmement marqué? C'était le mode de fabrication derrière les coulisses. C'est ça, c'est voir les coulisses derrière le film. En fait, quand on est enfant, on se rend pas compte. C'est un peu magique tout ça. Et voir ce qu'il y a derrière, c'est assez étonnant en fait. Et du Et coup, donc, assez tôt, j'ai commencé à creuser dans et cette vous êtes idée-là. plutôt, et vous êtes plutôt un enfant qui a eu ses premiers émois cinématographiques à la télévision, ou alors c'est dans une salle de cinéma. Vous êtes un enfant de la salle de cinéma ou plutôt de la télévision? Plutôt de la télé. J'ai beaucoup regardé de DVD et de cassettes quand j'étais enfant. Et qui c'est qui vous transmettait un peu tout ça? C'était les premiers passeurs que vous avez eus, c'est Je, plutôt vos parents? je pense que ça serait plus mon père. Ouais. J'avais beaucoup de DVD chez moi. Alors pas beaucoup, enfin beaucoup dans le sens ouais, quantitatif, pas forcément après au niveau de la qualité. C'est-à-dire que c'était beaucoup de films des années 80, 90, d'action, tout ça. C'était pas hyper varié, mais du coup j'ai grandi en regardant énormément de films. Et moi j'étais très curieux, du coup j'ai regardé beaucoup de trucs. Alors que ce soit les Total Recall, les Demolition Man, tous ces films-là, les Rocky, les Rambo, je les ai beaucoup regardés quand j'étais enfant. Et c'est vrai que très tôt, en fait, je me rappelle que je faisais des listes, en fait. Je faisais des listes des films que j'avais vus. Et encore aujourd'hui, en fait, je fais ça sur Sens Critique. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté un peu collectionneur vouloir tout voir. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais enfant, je passais des mercredis après-midi, des week-ends à regarder 3, 4 films. Et j'ai construit une culture comme ça petit à petit et assez jeune, en fait. Une culture tout seul en tout cas. Par Vous avez rapport aux fait ça DVD que seul j'avais dans chez votre moi. coin. Par D'accord, ok. rapport aux DVD. Donc, Ah, d'accord. Et quels étaient et au fur et à mesure que vous établissiez des listes, est-ce qu'il y a commencé à avoir un certain cinéma que vous appréciez, des cinéastes, quelque chose vers qui vous vous orientez plus facilement? alors, ça, c'est venu plus tard, du coup, parce que là, je parle, j'étais vraiment enfant. C'est sûr que quand j'étais petit, moi, il y a un film que j'ai beaucoup regardé, c'était le premier Rocky. Celui-là, je l'ai vu peut-être une cinquantaine de fois, c'était incroyable. Je le regardais plusieurs fois dans la même journée. C'est sûr qu'au bout d'un moment, je me suis dirigé vers le cinéma français. Moi, de mes réalisateurs préférés, c'est sûr que c'est Jean-Pierre Melville, par exemple. Toute cette frange-là du cinéma. Après, je me suis orienté, tout ce qui est réalisme poétique, par exemple, les films de Carnet, Renoir, Duvivier, j'ai adoré aussi. Ce genre de choses. C'est sûr qu'après, plus récemment, du coup, enfin, plus récemment, quand je devais être au collège, Gaspard Noé aussi, ça a été un choc. Et après, des découvertes, les De Palma, les Scorsese, que j'ai découvert plus tard aussi, ça a été un bouleversement. Je réfléchis, je vais en oublier la moitié, c'est sûr. Forcément, Tarantino, comme tous les ados un peu fans de cinéma, ça a été un choc aussi à un moment ou à un autre. Après, ça fait la passerelle vers d'autres cinémas, les trucs italiens, tout ça. Donc, effectivement, après, je me suis ouvert à plein d'horizons variés, on va dire. Vous aviez des émissions de cinéma à la télévision ou à la radio que vous regardiez ou que vous écoutiez? À la télé ou à la radio, non, du coup, je suis trop jeune, je pense. Mais sur YouTube, oui, il y en a eu beaucoup sur YouTube. Les Durandal, les Karim Debache, toutes ces personnes-là, au final, qui ont fait un travail de vulgarisation assez intéressant, qui m'ont permis de comprendre des choses. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des études de cinéma après, je me suis rendu compte que le programme de L1 de fac de cinéma, en fait, je l'avais fait sur YouTube 10 ans avant en regardant des vidéos de mecs qui avaient fait des facs de cinéma aussi et qui les avaient vulgarisés.
Et c'est quoi le programme de L1? Je ne me souviens plus. Ah bah, il y a de tout n'importe quoi, il y a des cours d'analyse de films, mais par exemple, si on prend un truc concret, les formats d'images, 1.33, 1.66, tout ça, quand j'arrive, la plupart des gens savent pas ce que c'est, et moi j'ai vu plein de vidéos sur YouTube qui m'expliquent comment la pellicule, non, 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 et du coup je sais à quoi ça correspond, par exemple. Mais là, vous me citiez Melville ou alors les films ancrés dans le réalisme politique, tout cela. Mhm. Comment vous êtes arrivé à regarder ces films-là? Il y a eu des gens qui vous ont orienté ou c'est tout Ah simplement oui, pour le réalisme poétique, c'est par Internet, vraiment, j'ai découvert ça par Internet, et quand je parlais de Melville, ça c'est par rapport à mon père, ouais, qui m'a quand même conseillé des films, du coup, quand je dis qu'il y avait des DVD à la maison, c'est qu'il les achetait, du coup il me disait, tiens, tu peux regarder ça et ça. Du coup, effectivement, ouais, Melville. Melville, c'est surtout à partir de Delon, du coup, il m'avait parlé d'Alain Delon, et ah, c'est le samouraï. Regarde le samouraï, et alors après, je me les suis tous fait. Et incroyable. Et à partir de quand vous commencez à vous dire que le cinéma, c'est peut-être autre chose que le divertissement et que surtout on peut aussi en parler de manière à terroriser, pas terroriser, mais théoriser plutôt, pardon. Alors, le côté théorisé, c'est arrivé plus tard, ça c'est sûr. Pareil, hein, quand je devais être au collège, bah, en regardant des vidéos sur YouTube, en fait, je parlais de Karim Debache tout à l'heure, mais c'est vrai que lui, il avait le côté, il citait des livres, il citait des auteurs quand il faisait ses émissions, déjà Décroste. Et ça, c'était intéressant du coup, parce que ça a permis ouais, d'ouvrir beaucoup de gens, je pense aussi, à des auteurs, tout ça, et ça m'a permis de lire des livres après et d'apprendre des choses sur le cinéma, forcément. Après, plus qu'un divertissement, ça a dû arriver assez tôt, hein, parce que si on prend le cinéma comme un art, du coup, et si on part du principe que le but de l'art, c'est de faire ressentir des émotions, forcément, le cinéma, c'est plus qu'un divertissement à partir du moment où on commence à ressentir des émotions devant des films. Et quand je disais que je regardais Rocky en boucle, c'est parce que Rocky, quand je le regardais, je me prenais des patates avec le personnage. Donc à partir de là, effectivement, et plus j'ai creusé, plus j'ai regardé des films plus complexes, on va dire, peut-être, et qui m'ont fait ressentir des émotions de plus en plus fortes et de plus en plus complexes, on peut dire. Et il faut assumer aussi pleinement sa subjectivité. À Mhm. partir du moment où, voilà, c'est ça. Vous avez jamais eu des difficultés à l'assumer, ça, cette subjectivité, pardon? C'est-à-dire. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à se réapproprier un film, il faut aussi un peu prendre en considération ce qu'on a ressenti, ce que ce film a comme répercussion sur la manière que nous avons aussi de regarder le monde, Mhm. ce que peut lui dire ce film-là. Est-ce que, pour ayant vu pas mal de vidéastes, certains sont beaucoup plus dans l'objectivité que dans la subjectivité. Est-ce que ce questionnement-là, c'est quelque chose qui vous traverse quand vous faites vos vidéos, par exemple? Bah, au début, j'essayais vraiment de peu donner mon avis et de rester vraiment dans le concret et de rester très objectif, du coup. Et c'est vrai que de plus en plus, dans mes vidéos, j'essaye d'apporter mon avis personnel. Donc, par exemple, sur la dernière, là, qui était sur la saga Riddick, j'essaie de donner mon avis sur les films. Donc, à un moment, je dis, ah, celui-là, je l'ai pas aimé quand je l'ai vu la première fois, nan, nan, nan. Et j'essaye de développer ça, peut-être. Après, oui, c'est sûr que, bon, de toute façon, alors, ce qu'on dit généralement, c'est qu'au cinéma, il y a le beau qui est objectif, le bon qui est objectif et le beau qui est subjectif. C'est ça qu'on dit généralement. Ou en tout cas, j'ai entendu quelqu'un le dire. Alors, vous allez me répéter ça parce que je ne comprends pas. Le bon qui est objectif et le beau qui est subjectif. Voilà, D'accord? c'est ça. C'est-à-dire que le bon est D'accord. quantifiable et le beau, c'est subjectif et ça dépend de la définition de chacun. Il y a des gens D'accord. qui vont trouver que, bah, si je prends un exemple concret, un film comme Les Valseuses de Blier, moi je trouve le film magnifique, j'adore ce film. Il y a des gens qui le trouvent dégueulasse et qui trouvent que la scène dans le train est immonde et ils trouvent que c'est l'antithèse de la beauté. Alors que moi, le film, quand je le regarde, il me met de bonne humeur et tout ça, parce que je me retrouve et je ressens des choses. Alors après, ça reprend une phrase que j'avais lue du coup dans un livre d'Éric Dufour, qui s'appelait La valeur d'un film, où il essayait de questionner qu'est-ce qu'un bon film. Et à un moment, il en arrivait à dire que selon lui, la valeur d'un film dépendait de l'usage qu'on en a en fait. Alors lui, il prenait l'exemple des films de Philippe Clair, genre Le Fureur en folie, les comédies de série Z françaises des années 70, et il disait, ce film-là, concrètement, il est mauvais, il n'y a rien qui y va, c'est mal réalisé, tout ça, mais par contre, moi, quand je le vois, je trouve une espèce d'humour débridé dedans, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, et l'usage que j'en ai fait que je trouve que c'est un bon film. Donc il faut aussi voir ça. C'est la subjectivité en quelque sorte. Voilà, C'est ça, exactement. ça parle de ça. Quand est-ce que ça vous a pris, avant que vous vous lanciez dans votre chaîne YouTube, vous me parliez de Sens Critique. Mhm. Vous étiez dans Sens Critique depuis combien de temps? Depuis 2016. D'accord. Et dans Sens Critique, si je ne me trompe pas, on peut écrire des articles, des critiques, on peut faire ce genre de choses. Voilà, exactement. Et est-ce Ça, que je ne l'ai pas vous... fait tout de suite. Ah, d'accord, ok. Mais par contre, avant la chaîne actuelle que j'ai actuellement, j'avais une autre chaîne. Et du coup, ça fait depuis justement 2016 à peu près que je fais des émissions de cinéma sur Internet. Donc je faisais d'autres vidéos. Donc j'étais plus jeune forcément, c'était moins abouti, c'est des formats plus longs. Et pareil, du coup, je parlais de cinéma.
peut-être de manière un peu plus pointue, vu que c'était plus long, du coup j'avais plus le temps de développer, mais bon, du coup ça marchait moins. Pourquoi ça marchait moins? Bah déjà parce que j'avais pas mué et que c'était un enfant de 14-15 ans qui faisait les vidéos. Forcément, on n'a pas forcément envie de voir un enfant de 15 ans qui parle de cinéma. Et aussi parce que la forme était moins aboutie, c'était beaucoup moins abouti, c'était moins bien rythmé, tout ça. Mais j'avais fait des vidéos qui, quand même, jusqu'à aujourd'hui, restent, en tout cas dans l'écriture, restent correctes, dans le sens où elles restent. Je dis pas des trucs ridicules. J'avais fait une vidéo sur Truffaut, notamment, et j'avais simplifié la politique des auteurs, en essayant de la vulgariser, du coup. Et je l'ai revue il y a pas longtemps, la vidéo, parce que je prépare un dossier sur Truffaut. Et ce que je dis, c'est pas faux, concrètement. Et vous dites quoi sur la politique des auteurs? Cette vidéo, je ne l'ai pas vue. Tiens, ça m'est. Ah ben c'est sur l'autre chaîne YouTube du coup. Mais c'est une vieille Voilà. vidéo, elle date de 2016, justement. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris Fahrenheit 451, qui est du coup le film de science-fiction réalisé par Truffaut, et j'avais vu le film en me disant mais pourquoi Truffaut fait de la science-fiction? C'est bizarre, on fait pas beaucoup de science-fiction en France. Du coup, j'avais commencé à creuser donc la politique des auteurs, nanana. Du coup, pour analyser le film, j'avais vu toute la filmo de Truffaut, qui est du coup devenu un de mes réalisateurs préférés quand j'ai découvert sa filmo. Et j'ai analysé le film à l'aune de la politique des auteurs, donc en parlant de toute la filmo de Truffaut, en analysant ses thèmes récurrents, tout ça. Et du coup, j'avais lu des articles des cahiers du cinéma à l'époque, et j'avais essayé de faire de la simplification par rapport à ça. Et du coup, à la fin, j'avais sorti une vidéo où j'analysais Fahrenheit 451. En gros, vous disiez que ce que fait Truffaut dans Fahrenheit, c'est tout à fait logique parce que on y retrouve les thèmes qu'on a pu trouver dans Jules et Jim, La peau douce, etc., etc. Voilà. Et du coup, j'explicitais parce que j'ai vraiment vu tous ces films, donc je disais ah, et dans La Chambre verte, personne ne le connaît celui-là. Dans La Chambre verte, il y a aussi le thème de la femme. Et je continuais comme ça sur la vidéo. Mais du coup, ça c'est une vieille vidéo sur mon ancienne chaîne qui s'appelait What Da Quoi. C'est encore trouvable, c'est en suggestion sur ma chaîne normalement. Mais du coup, ouais, c'est pas du tout abouti et c'est pas du tout c'est plus du tout l'image de ce que je fais maintenant. Vous me dites préparer une émission sur une vidéo, pardon, sur François Truffaut. C'est énorme, parce que voilà, déjà il y a le critique de cinéma et ensuite il y a le cinéaste. Sans spoiler, comme on dit, comment vous pourriez, voilà, ça c'est une question. En fait, c'est un prétexte pour moi de vous poser cette question. Quand il y a un sujet comme François Truffaut, comment vous l'abordez, comment vous l'approchez ce sujet au niveau de l'écriture, comment cela se passe? Bah, du coup, c'est pas le bon exemple parce que c'est une vieille vidéo, mais à l'époque, je prenais du temps dessus, donc j'avais fait peut-être un mois de recherche. Non, maintenant. Ah, pour maintenant, du coup. Ah oui, pour maintenant. Ah, pour maintenant, c'est différent. Du coup, les vidéos, je les fais en. Alors, la vidéo, je fais le montage et le tournage en à peu près une semaine. Une semaine quand même costaud. À la fin, généralement, la dernière nuit avant la sortie de la vidéo, je dors pas et je fais du montage pour être sûr de la sortir à temps. Et par contre, je réfléchis au thème longtemps en avance, c'est-à-dire que là, j'ai le thème de mes 3 prochaines vidéos de côté. Et je me renseigne, je regarde les films. J'aime bien regarder plusieurs films du réalisateur, essayer d'en voir le plus possible. Par exemple, là, je prépare une vidéo sur Zulawski qui devrait sortir en avril, si tout se passe bien. Je suis en train de regarder toute sa filmo là, pour être sûr de ce que je vais dire, pour regarder, j'essaie de regarder des interviews, tout ça. J'essaie de préparer ça le plus possible, oui. Essayer surtout de ne pas faire de contresens. Des fois aussi, quand on écrit, on voit qu'un film a marché, mais qu'il n'y a pas eu de suite, ou moyennement marché. Enfin, il y a plein de raccourcis qu'on peut faire dans sa tête en regardant une vidéo, en regardant des articles, tout ça. Il faut faire attention, il faut quand même toujours vérifier les sources plusieurs fois pour ne pas dire des bêtises. Ce qui a plus ou moins m'arrivé par le passé sur mon ancienne chaîne, justement. J'avais fait une vidéo sur 12 hommes en colère, réalisée par William Friedkin, le remake, et aucune information sur le film sur Internet. Et du coup, je m'étais rattaché aux branches, mais potentiellement, j'allais sortir un ou deux contresens, quoi. Mais pourquoi constamment vouloir se baser sur les recherches, sur ce qu'il y a sur le net? Il peut y avoir aussi des envies de, comme vous dites, de subjectivité, donc de dire, bon, voici ma lecture du film, en gros. Et, parce que quand on parle de Truffaut, c'est pas comme si c'était extraordinaire. Je veux dire que, mais ce qui serait encore plus extraordinaire, c'est de nous offrir une lecture complètement nouvelle du cinéaste. Donc, c'est pour ça que, en fait, ma question, c'est comment se déroule l'écriture de vos vidéos? Comment vous travaillez l'écriture? Et ça, je parle pour la partie documentée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je remets en contexte le film et tout ça. Ouais. Donc ça, forcément, il faut que je fasse des recherches, je peux pas l'inventer. Après, pour le reste, je regarde le film. Il y a plusieurs types de vidéos, en fait. Il y a la vidéo où je vais parler d'un film où il n'y a pas grand-chose à dire, mais je peux faire des blagues dessus parce que le film est nul ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un exemple type. Il y a les vidéos où le film est plus intéressant. Du coup, je vais essayer de plus développer, plus rentrer dans l'analyse. Après, pour l'instant, sur ma chaîne, là, la dernière, j'ai traité que des films assez simples au final. Ou en tout cas, je suis resté qu'en surface sur la plupart des films. Les prochains qui vont venir, je vais parler de films plus complexes, déjà, ça va être plus abouti. Mais pour l'instant, oui, c'est beaucoup basé sur le ressenti, justement. Quand je parlais de Panic Room, justement,
J'ai vite fait parler de la mise en scène, tout ça, donc basé sur des faits concrets. Et après, j'ai parlé du film, pourquoi je trouvais que c'était le moins bon des Fincher, tout ça, ce qui est un avis qui est totalement subjectif. Et qui est discutable, voire même indiscutable, Complètement. je ne sais pas, mais c'est le cas. Comment vous choisissez vos sujets? Alors, Par exemple, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à se dire, tiens, Zulawski. En plus, vous prenez vraiment des cadors. Hein. Je veux dire, c'est pas des cinéastes qui ont fait deux, trois films. Hein. C'est quand même des cinéastes qui ont fait beaucoup de films et surtout qui ont eu beaucoup d'évolution dans leur filmographie. Donc, je trouve ça très impressionnant. Comment ça se passe? généralement, je fais par rapport au film que j'ai vu récemment et donc j'ai envie de parler en fait. Zulawski, c'est parce que j'ai vu un film de lui qui s'appelle Sur le globe d'argent il y a pas longtemps, qui est un film de science-fiction qui dure 3 heures, qui a une histoire. L'histoire du film est incroyable et l'histoire qui est autour de la création du film est incroyable aussi parce qu'il s'est fait censurer par le gouvernement polonais à l'époque, qui voyait une espèce de critique des guerres menées par l'État à l'époque. Enfin, le film est incroyable, je me suis pris une claque en le voyant, mais vraiment un vrai traumatisme comme j'en avais pas eu depuis longtemps quoi. Et j'ai envie d'en parler parce que le film est complètement inconnu, qu'il n'y a pas de version physique en France qui existe à l'heure actuelle. Et j'ai envie de le faire connaître. Après, le faire connaître à mon niveau, hein, parce que ça n'a pas beaucoup marché, j'imagine. Mais j'ai envie d'en parler et je me dis que ça peut être un sujet intéressant. Après, sur les vidéos jusqu'à maintenant sur ma chaîne, j'ai essayé de faire des sujets aussi qui peuvent parler aux gens, pour essayer de montrer aux gens ce que je fais en fait. Par exemple, quand Manque était sorti, du coup, j'avais fait une vidéo sur Fincher, sur Panic Room. La dernière, par exemple, là, je l'ai sortie sans contexte particulier. J'ai fait une vidéo sur Rivik et typiquement, elle n'a pas trop marché parce qu'il n'y a aucune actualité autour et bon, c'est pas non plus la saga la plus connue, tout ça. Donc j'essaie aussi tout le temps de coller un peu à l'actualité. Par exemple, la prochaine, elle va parler de Godzilla. Donc je vais profiter de la sortie de Kong contre Godzilla pour parler d'un Godzilla des années 90, japonais, qui du coup est assez peu connu en France au final parce que c'est des films qui ne sont pas sortis en France, ou en tout cas qui sont plus disponibles. Et j'essaie toujours aussi de coller un peu à l'actualité comme ça. Après, Zulawski, pour le coup, ça va vraiment être complètement hors du temps, quoi. Et ça, je tiens vraiment à en parler, pour le coup. Pardon? J'ai pas entendu. Zulawski, je tiens vraiment à en parler, même si ça va être un peu Oui. hors du temps, pour le coup. Mais alors, et donc, pardonnez-moi d'insister là-dessus, sans Ouais. vous demander de spoiler sur le Zulawski, parce que c'est beaucoup plus intéressant de découvrir la vidéo. C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le mode de l'écriture, parce que je sens que vous devez avoir une manière différente de celles et ceux que je connaisse autour de moi parmi les vidéastes. Et j'aimerais bien savoir un peu comment vous les écrivez, ces vidéos. Ah, alors, en fait, c'est comme ça fait longtemps que j'en fais, maintenant c'est très automatique. Mais ce que je fais généralement, c'est que j'alterne. En fait, moi, mes vidéos elles sont construites uniquement sur l'alternance entre des voix off et des face cam. Mhm. Donc, généralement, j'écris mon script avec une ligne de voix off, une ligne de face cam, tac, tac, tac. Et l'idée, c'est d'avoir un rythme assez rapide, assez soutenu, pour que ça reste quand même intéressant à regarder. Et je mets des blagues au milieu, tout ça, enfin, tout l'attirail du youtubeur. Et derrière, du coup, j'essaye de développer ce que je pense du film et tout ça. Et ça, du coup, c'est mûri. En fait, ça, c'est même pas couché sur Enfin, je le couche sur le papier au final, mais toute la réflexion autour du film, généralement, je la fais en réfléchissant tout seul, en essayant de voir, et en regardant surtout des interviews, des machins, pour essayer de pas tirer des conclusions qui peuvent s'avérer fausses au final. Pourquoi vous avez créé une chaîne YouTube, celle-là, cette chaîne-là, pas la Alors, première, mais celle-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? du coup, ça fait longtemps que je réalise des courts-métrages, des choses comme ça, mais quand je dis ça, c'est depuis mes 8 ans, peut-être, un truc comme ça. Et du coup, bon, ce qui s'est passé, c'est que l'ancienne chaîne YouTube, à un moment, j'ai décidé de l'arrêter, parce que pour une raison X ou Y. Et j'avais un court-métrage de côté qui s'appelle Provence 13, du coup, qui est sur ma chaîne YouTube. Et à un moment, je me suis retrouvé avec ce court-métrage-là tourné, je veux le diffuser sur YouTube, et j'ai besoin d'une plateforme, et j'ai besoin d'une plateforme pour la diffuser. Du coup, j'ai recréé cette chaîne-là, j'ai fait une vidéo, deux vidéos, une troisième vidéo, pour mettre un peu de monde sur la chaîne, pour amener un peu le public. Une fois que ça s'est fait, du coup, j'ai sorti le film. Et à partir de là, une fois que le film était sorti, soit je continuais les vidéos sur YouTube, soit je passais à autre chose. J'ai décidé de continuer pour essayer de continuer de partager ce que j'aime bien, en fait. Et c'est ça l'idée aussi, il y a plein de thèmes dont j'aurais envie de parler. Et en même temps, moi, quand je fais une vidéo, ça me pousse à creuser un sujet. Donc c'est intéressant aussi par rapport à moi. Et Est-ce même que parler aux gens, tout ça. Et c'est ça, je voulais Mm. savoir, par rapport à la réceptivité, par rapport à votre communauté, entre parenthèses, Mm. comment cette communauté reçoit vos propositions, reçoit vos vidéos? Bah, pour l'instant, ça commence là. Donc, bon, et j'ai des commentaires à chaque fois. C'est toujours un plaisir en vrai de lire les gens, de voir comment ils réagissent, tout ça. D'avoir des retours aussi. Par exemple, au début, j'étais parti sur des formats très courts. Et c'est les gens qui m'ont dit non, fais un format plus long. Là, tu parles, mais on comprend pas, faut élargir. Du coup, là, je suis parti sur un format de 10 minutes, par exemple. Alors qu'au début, je faisais des vidéos de 3, 4, 5 minutes. Et le sujet, au final, j'ai parlé pour l'instant que de trucs assez grand public, je pense. Peut-être, j'ai fait une vidéo sur De Palma où je parlais de ses films les moins connus. Peut-être celle-là, elle avait moins marché en plus. Peut-être que c'était la moins accessible.
Mais sinon, c'est souvent des sujets assez grand public. Et la forme est assez accessible, je pense, parce que c'est assez rythmé, assez drôle, je peux pas le dire, parce qu'il faut demander aux gens. Mais j'essaye d'être drôle, en tout cas. Et j'essaie de faire quelque chose qui peut enseigner à mon niveau. C'est-à-dire essayer d'au moins transmettre une idée pas trop idiote, si je suis un minimum intéressant. Et en même temps, essayer de divertir un peu les gens. Mais c'est ça où je veux en venir, c'est que est-ce que vous vous sentez obligé, comme vous le dites, vous l'avez dit 2, 3 fois, d'insérer des scénettes donc fantaisistes pour pouvoir bien expliquer le sujet? Des scènes de fantasy, c'est-à-dire des petits passages d'humour. Voilà, des petits Hmm. passages d'humour. C'est ce que j'aime aussi, en fait. D'accord, C'est ce que ok. je regarde sur YouTube aussi. Et quand on regarde, en fait, avoir une vidéo que de 30 minutes avec que de l'argumentaire, ça c'est bien, mais d'un autre côté, on aime bien aussi rigoler et ça permet aussi de s'attacher à la personne dont on regarde la vidéo. Et est-ce que avec cette période de confinement, ça vous a, même si c'est assez récent, cette chaîne, est-ce que vous commencez un peu à réfléchir pour les prochains mois à la manière qu'il y a de nouvelles configurations, de nouvelles façons, des playlists aussi, de nouvelles playlists que vous voulez créer? Est-ce que, ou pour l'instant, vous restez dans ce que vous êtes en train de faire, vous testez ça et puis on verra après? Alors, pour l'instant, le format actuel, du coup, il tend à évoluer là. Maintenant, les vidéos sont plus longues. Je vais rajouter des petits morceaux de fiction justement au début. Alors, des petits passages de 30 secondes, 1 minute, un peu des petits sketchs au début justement, en rapport ou non avec les films d'ailleurs. Je vais essayer Mhm. de faire ça, des trucs indépendants qui se suivraient pas forcément. Et par rapport à ça, après, moi, je réalise toujours des courts-métrages. Enfin, j'essaye, là, en ce moment, je cherche des financements pour un projet. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'essaye toujours aussi de faire ça en parallèle. Et après, de mon côté, je continue de réaliser des choses à droite à gauche aussi. Et sur YouTube, effectivement, on n'est pas à l'abri de voir un nouveau format arriver. Du coup, si je fais un nouveau format, si mon format actuel tend à devenir plus long, je vais peut-être essayer de faire un nouveau format plus court. Et où, du coup, je me concentrerai peut-être sur une anecdote par rapport à un film ou quelque chose comme ça. Mais alors, il faudrait voir à développer ça. Et est-ce que la configuration de vous retrouver avec d'autres personnes, d'autres confrères ou consoeurs dans des lives, euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est déjà fait d'ailleurs? Est-ce que voilà, cette idée-là, il y a beaucoup de lives qui se font actuellement avec pas mal de gens qui sont issus un peu qui proviennent d'un peu de partout. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous intéresse? Eh ben, complètement, ouais. J'aimerais bien, là, dans les prochains mois, essayer de plus me mélanger, voir plus de monde, en fait. Parce que je suis en Ouais. contact avec beaucoup de gens qui parlent de cinéma sur YouTube, mais j'ai pas encore fait de feat, comme on dit. J'en ai un à venir, bientôt, là. Mais j'aimerais bien, ouais, aller sur les chaînes des gens et venir parler de cinéma, tout ça. Enfin, si j'ai quelque chose à apporter aussi, c'est toujours ça. Mais potentiellement, avec quelques sujets, donc j'aimerais bien parler, ouais, donc complètement. Lesquels par exemple? C'est sûr que si des sujets, comment, il y en a plein, il y en a plein. Par exemple, moi, j'adore tout ce qui est le cinéma d'exploitation italien des années 70, tout ça. C'est sûr que si quelqu'un fait un live là-dessus, moi j'ai envie de venir. J'ai envie de Giallo. venir, j'ai envie de venir parler de Mario Bava. Oui, complètement les Giallo. Tout ça. Il y a beaucoup de choses, mais il y a plein de sujets comme ça que j'adore. Si quelqu'un parle de Truffaut, on en parlait tout à l'heure, mais forcément, j'ai envie de venir aussi. Après, moi, j'aime beaucoup le cinéma et j'aime beaucoup plein de cinémas différents. Et c'est aussi ce que j'aimerais bien à terme montrer sur ma chaîne aussi. Là, les 3 prochaines vidéos, du coup, il y en aura une sur un film japonais, du coup, le Godzilla, une sur un film anglais, et du coup, après, celle sur Zdolewski, donc le polonais. J'essaie de tendre comme ça à parler de plus en plus de cinéma varié et divers, on va dire. Bon, en tout cas, moi, je suis abonné, j'ai la petite cloche, tout est bon, donc j'attends avec impatience vos vidéos. En tout cas, ce qui est très très bien avec vous, c'est que quand on vous pose une question, c'est concis, vous faites pas de fioritures et parfois ça fait du bien. Donc, moi, j'ai fait le tour de la question, en tout cas, je m'aperçois qu'on a, comme on dit, un putain de vidéaste en devenir. Ah bah merci, ça fait plaisir. Non, non, mais Ça me fait très plaisir. j'attends avec impatience le Truffaut et le Zulawski. C'est vraiment 2 cinéastes qui me parlent beaucoup. Et je suis très impatient de voir un peu de votre grille de lecture parce que c'est passionnant. Mm. En tout cas, merci beaucoup Cinérama. C'était un plaisir de discuter avec Ah vous. bah, Encore désolé pour ce retard, pas de mais problème. vraiment, c'était très agréable. Et bah, plaisir est partagé. À très vite. Mm. Peut-être dans un live, peut-être chez vous, chez moi ou chez quelqu'un d'autre, comme on dit. Ah bah, moi j'adorerais, hein. Et ben, ça y est, l'invitation est Mm. lancée. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle, pony, and me.